après la bataille de Bir Hakeim, qui a été une grande bataille militaire incontestablement, mais elle était très importante parce que ça a permis au général de Gaulle de siéger à la table des grands. D'autant mieux que dans l'opération dans laquelle nous étions mêlés, les Anglais s'étaient effondrés. Et nous avons été obligés de tenir, jusqu'au moment, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de ce titre-là. Et nous ne sommes pas rendus. Nous avons forcé les lignes allemandes, tenues par Rommel. Et puis, après une nuit, la nuit fantastique, eh bien, on s'est tous retrouvés. Personne n'a cédé. 10 ans après cela, il y a eu une espèce de, pas de pèlerinage, mais on est retourné un peu reniflé. Et j'étais là-bas, je me suis retrouvé avec le père Starkey, qui avait été désigné par le pape, enfin le pape de l'époque, là bien sûr, et pour faire des études archéologiques au Moyen-Orient. Un très grand esprit. Et quand il était au Moyen-Orient, il s'est dit, qu'est-ce que je fous là à regarder les pierres? Je vais venir avec ceux qui se battent. Il est venu aux forces françaises libres. Et il s'est tellement bien comporté que nous avons été faits compagnons ensemble. J'étais là, il était là. Et de cela, en retournant 10 ans après, là, on est là au milieu du désert. Il n'y a rien, c'est le... Vous connaissez peut-être pas ça, mais c'est le matin où là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui change dans la nuit. Et puis il y a l'aurore qui vient caresser les collines. Et petit à petit, étant donné la position que prend la lumière, on voit le paysage se former. C'est un truc merveilleux. Et nous étions là, tous les deux, dans le silence, sans nous parler. Et tout d'un coup, il m'a dit, je crois que nous avons brûlé notre meilleur charbon. Et sur le moment, je lui ai dit, je n'ai rien dit. J'ai encaissé et je trouvais que c'était pas suffisant. C'était grand, c'était vrai, mais c'était pas suffisant. Et je crois que j'y ai retiré, vous savez, vous ne savez pas, on ne peut pas imaginer la flamme qui était là-dedans. Bon, on ne peut pas toujours vivre en flamme, les feux s'apaisent. Mais qu'est-ce qui reste ensuite? Si vous avez un beau feu, une belle femme, il vous reste les braises. Nous étions les braises ardentes. Et l'ordre de la libération, c'est la mission de garder ces braises ardentes, en témoignage justement de ces époques. Vous ne savez pas ce que c'est, vous. On entend bien, pardonnez-moi. Mais après cette grande bataille de Bir Hakeim, on est sortis comme des très très satisfaits, c'est insuffisant. Nous arrivons pour nous reposer, parce qu'on nous a évacués, on avait fait notre temps, à Alexandrie. Vous n'avez même pas vu ça sur les Champs-Élysées. Les gens rompant des rangs et venant embrasser, vous entendez, la trace de nos pneus. Au point que moi-même, j'étais obligé de dire au conducteur du blindé dans lequel j'étais, il a fait attention, on va faire couler du sang pour rien. C'était ça l'ambiance. Pendant ça là, la marine française, sous les ordres de Darlan, peinard, tranquille, ne foutait rien. En guise de remerciement, cocktail à l'Élysée, pas pour ça, et parce que c'est comme ça, j'ai été invité, j'y vais. Bon. Et puis, le chef de cabinet de Gaulle, je vous dis son nom, son moment, m'aperçoit, me dire, ah, arrivez par ici, le général va vous dire certainement 3 mots ou 2 ou 3 mots. On y va. Le général était déjà en conversation. Et le chef de cabinet, pas très habile, le tire par la manche en lui disant, Germain est là. Bon, très bien qu'il attende. Mais ça, la conversation de Gaulle traînait. Alors il est retourné tirer la manche, et à ce moment-là, De Gaulle a éclaté. Il dit, vous m'emmerdez avec Germain.
Et je trouve ça, à côté de tous les gens qui écrivent des bouquins qui ont à peu près le même titre, le général de Gaulle et moi. Et parfois, il y a des audacieux qui ont écrit moi le général, mais ça ne fait pas aller bien loin. Mais moi, je vous amène quelque chose de nouveau. Vous m'emmerdez avec Germain. Véridique. Sur le moment, je me suis dit quand même, il pousse ce bouchon un peu loin. Mais en y réfléchissant, non. Parce qu'il y a une chose qui disparaît maintenant, c'est qu'il était la France. Mais devant la France, qui que vous soyez, même si vous avez à réclamer je ne sais pas trop quoi, eh bien vous pliez. Vous pliez. Et je peux vous en donner les témoignages sur la guerre que j'ai faite. Il y avait les paysans, il y avait là des étudiants, il y avait des jeunes dandys, C'est vrai, il n'y avait rien à foutre dans la vie. Je me souviens d'un Italien, remarquable officier, eh bien, là, il était dandy sur la côte, la Riviera italienne. Mussolini, etc. Ça ne lui plaisait pas beaucoup. Il s'est dit, après tout, j'ai qu'à filer sur la Riviera française. Manque de peau, les Allemands arrivent. Bon, il était à la Légion. Il est venu à la Légion. Il a été traité comme officier, j'ai très bien analysé. Mais avec lui, c'était ça. Comment dirais-je, un bonheur d'échanger et de se battre ensemble. J'étais député en 60. D'ailleurs, je ne tenais pas tellement à être député, puis comme on m'avait poussé un peu, j'y suis allé. Bon. Et député de Paris, c'est pas passionnant. On a un rôle, si vous voulez, d'assistante sociale, avec plus de relations avec l'assistante sociale, mais moins de technique. Et être député de Paris, c'est de la plaisanterie. Enfin bref, j'étais dans la plaisanterie. Je n'ai jamais voulu être ministre. Mais j'avais de bonnes relations avec le président Pompidou. Parce qu'avec le président Pompidou, qui ne me connaissait pas, que je connaissais mal, il s'était créé des liens un peu solides. Pompidou n'avait pas été de cette période de la guerre, comment dirais-je, plus France intérieure. Et Pompidou ne comprenait pas tout à fait deux légionnaires qu'il avait sous la main, Pierre Mesmer, un très grand bonhomme, qui était vraiment un homme de classe, mais politiquement, on n'était pas politique. Mais il s'accordait bien. Et puis, dans le gouvernement, on m'a demandé d'entrer au gouvernement. J'ai refusé d'abord. J'ai refusé. Et puis, bon, finalement, j'ai cédé, mais avec un poste. Je m'occupais de toutes les télécommunications. 400 000 bons hommes sous mes ordres. Et pas à jouer au Mamamouchi. Hein. Je veux dire par là que, à ce moment-là, toute l'autorité que j'avais acquise comme officiel à l'Union étrangère, toutes ces qualités, je les retrouvais dans l'application de mon métier. Et à l'heure actuelle, les jeunes d'énarques de l'époque, polytechniciens, école des mines, etc., qui étaient à mon cabinet, ils sont toujours là. Nous déjeunons ici, là, au restaurant d'en face ou dans celui-là. La fidélité au bout de 50 ans. Ils avaient un bagage scientifique absolument remarquable, formidable. Mais ils n'avaient pas, en tant que jeunes, si vous voulez, la poigne qu'il fallait pour diriger. Même des gens comme Chirac, qui étaient à l'agriculture, ils me disaient, Hubert, tu vas un peu loin, etc. Je lui ai dit, occupe-toi du cul de tes vaches, moi je m'occupe de mes affaires. Et le président Pompidou m'a fait une très grande confiance, totale. Et ça, je lui en suis vraiment reconnaissant et ça a marché. Il me disait, quand j'avais quelque chose de grave, je le lui portais. Monsieur le Président, là, il a peut-être à regarder, vous pouvez peut-être... C'est vous le responsable, je vous fais confiance, débrouillez-vous. Bien, Monsieur le Président, voilà, et puis en avant.
Moi, je vais vous dire, mon rôle, pour le peu de temps que j'ai à vivre encore, c'est ça. C'est que tous les jeunes qui aspirent justement à travailler pour, comment dirais-je, pour eux-mêmes certes, mais pour une France belle, forte, saine, pas pour faire du chichi, bon, eh bien, je crois que je suis apte à leur en donner un message. Je crois que c'est ce que j'ai fait il y a quelques mois avec toute la promotion de Saint-Cyr. Ils étaient là, tous rassemblés. Et j'aurais dit, vous avez les bouches à queue, c'est pas pour courir les filles, c'est pour vous permettre maintenant de penser à ce que vous allez faire. Ah, on se prépare à la guerre. Non, vous préparez à la guerre. Vous vous préparez de telle façon qu'il n'y ait pas de guerre. À ce moment-là, connaissez votre métier, connaissez vos armements, intéressez-vous à ce qui peut devenir y arriver. Quels peuvent être aussi les mouvements sur le plan international. Regardez, les continents se forment de façon différente. La Chine, l'URSS, tout le bazar, et la pauvre Europe, elle est mise dans tout ça. L'Afrique remue énormément. Et ben, bref. Et tout ça, il faut l'enseigner. Il faut qu'on soit en éveil. On n'est pas là pour se reposer en s'imaginant qu'un beau jour, ah oui, c'est le temps de prendre des vacances et d'aller se faire rôtir sur la plage. Non. Pendant la guerre, en 7 ans, je n'ai pas pris 10 jours de repos. Là, maintenant, il y a 15 ans que je n'ai pas pris de vacances. Je suis ici, voilà. Et puis, et voilà, et je continuerai encore jusqu'au bout, en espérant que mes gardiens ne m'achèvent pas.